Cette fois-ci, on va parler d'encadrement réglementaire, de riposte juridique. Alors, on avait prévu, dans un premier temps, de faire parler Alexandre Loinard. Oui. Et vous avez préparé quelques slides. Vous êtes, vous êtes directeur des opérations d'Elegance Hostel, mais vous êtes le porte-parole des professionnels sur ce dossier de la location des meublés touristiques. Oui. Donc, on vient de parler de la loi Allure. On a annoncé en creux des décisions qui ont été prises récemment et discutées avec le ministre Laurent Fabius. Je pense que ce serait bien de faire un petit point sur tous ces sujets pour bien cadrer cette deuxième partie de la table. Oui. Vous m'entendez? Donc, Monsieur Brossat devrait venir normalement. D'accord. Bon. Oui, alors il y a effectivement 15 slides. Je vais simplement vous parler de... J'ai simplifié la présentation. On va le montrer après, peut-être, si vous voulez bien. Je voudrais juste faire une petite introduction. Je remercie le Sinorca de m'avoir donné cette responsabilité de représenter les hôteliers sur ce sujet sensible. Un sujet qui me paraît très sensible et sans doute plus sensible encore que celui des commissions versées aux hôteliers. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. Alors, reprenons le sujet. On parle aujourd'hui de riposte. Une riposte présuppose une attaque. Et évidemment, la question se pose, qui attaque qui? Alors, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais je ne voudrais pas aujourd'hui endosser le costume assez étriqué du corporatiste, du lobbyiste borné, parce que, voyez-vous, avant toute chose, je dois vous faire une confidence. Je ne suis pas seulement hôtelier, je suis aussi consommateur. Et je me souviens d'une phrase de Bastiat, au XIXe siècle, un de nos plus brillants économistes, et tout libéral qu'il était, il siégeait à gauche à l'Assemblée nationale, car heureusement la défense des libertés n'est pas l'apanage d'un parti politique. Et celui-ci nous disait, entre un producteur et un consommateur, je suis toujours du côté du consommateur. Parce que le producteur peut s'accommoder de la disette. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Et moi, je suis d'abord un consommateur, et je trouve que cette évolution des choses, certains peuvent peut-être la regretter, mais je pense que du point de vue du consommateur, c'est une très bonne chose que nous assistions à une profusion de l'offre d'hébergement. Et tenez, moi par exemple, j'étais en Alsace la semaine dernière, j'ai profité d'un hôtel pendant 3 jours, c'était un service tout à fait extraordinaire, la Cour du Corbeau, si le propriétaire est là, bravo. Et puis ensuite, je suis allé faire la route du vin et j'avais d'autres besoins. J'avais envie de plus d'indépendance, plus d'espace. Et je suis allé dans un logement d'un particulier via le site dont on vient de parler, via Airbnb. Et j'ai profité d'un 120 mètres carrés pour une somme relativement raisonnable dans une ville moyenâgeuse. C'était un logement extraordinaire et c'était voilà, un magnifique séjour. Je pense que les besoins évoluent et ça nous bouscule, nous, hôteliers, dans nos certitudes, sans doute. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on doit accepter et on doit essayer de s'adapter. Et avec mon groupe, par exemple, eh bien, on essaie toujours de réfléchir à la nouvelle offre de demain, à un nouveau service hôtelier qu'on peut proposer pour faire face à ces nouveaux besoins. Donc, voilà, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Ce n'est pas pour moi un débat entre, et peut-être quelques non-hôteliers ici présents s'attendaient à cela, ce n'est pas un débat entre les aubergistes traditionnels d'un côté, et puis les hébergeurs 3.0, 4.0 du 21e siècle. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Parce que je suis consommateur, mais je suis aussi producteur, pour reprendre le mot de Bastiat, et producteur de services. Et je représente aujourd'hui des investisseurs, des entrepreneurs, et pour que nous acceptons bien la concurrence, c'est une très bonne chose, et encore une fois, pour que le jeu de la concurrence soit sain, il faut qu'il soit équitable. Autrement dit, que les règles soient les mêmes pour tous. Aujourd'hui, est-ce que les règles sont les mêmes pour tous? Bon. Alors moi, je vous propose de jouer au Monopoly. Et puis, nous, sur l'estrade, ça tombe bien, je suis avec des responsables politiques, on va fixer les règles du jeu. Et puis, on va vous dire, l'estrade contre la salle, on va vous dire, on va jouer au Monopoly, et puis 30% de vos revenus seront donnés à la caisse de la communauté. Vous vous souvenez, ces petites cartes roses. Et puis nous, nous, on ne paie rien. Je ne sais pas si vous voulez encore jouer avec nous. Voilà. Le problème est aussi simple que celui-ci, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être nous dire, les règles ne sont pas vraiment équitables. J'aimerais bien que les règles s'appliquent pour tous. Et même si on est très sympa, donc ce n'est pas une question d'acteur du jeu, vous n'avez pas trop envie de jouer avec nous. Alors, est-ce que les règles sont les mêmes pour tous aujourd'hui? C'est là où je voudrais prendre Merci Céline pour le PowerPoint, je me suis contenté d'un slide qui résume bien la situation.
Est-ce que les règles sont les mêmes pour tous aujourd'hui? La taxe de séjour, magnifique sujet, c'est un sujet à l'actualité brûlante. Et on a Monsieur le Premier ministre, alors pas l'actuel, celui de 1984, Monsieur Fabius, qui nous a annoncé la semaine dernière qu'effectivement, la taxe de séjour allait augmenter de manière raisonnable. Je cite. Alors le mot raisonnable, c'est comme le mot jeune ou vieux, il est relatif. On est toujours le vieux d'un jeune et le jeune d'un vieux. Le mot raisonnable, peut-être qu'il est effectivement une augmentation de 50%. Je parle des 3 étoiles, des 4 étoiles. La taxe de séjour va augmenter de 50%. C'est carrément un doublement pour les 5 étoiles. Et puis on passe de rien à 4 € pour les palaces. Bon, a priori, si j'ai bien compris. Hein. Donc c'est peut-être raisonnable par rapport à des chiffres qu'on nous avait annoncés de 300, 400, 500% d'augmentation. Mais enfin, je connais des augmentations sur l'échelle du raisonnable qui sont plus raisonnables qu'une augmentation de taxe de 50%. Lorsqu'on fait, j'imagine que les hôteliers ici présents font leur budget en ce moment, lorsqu'on fait le budget de nos hôtels, je vous prie de croire que lorsqu'on voit une augmentation de 50% sur une charge, c'est important. C'est même très important pour des petits hôtels. Donc, je ferme la parenthèse sur la taxe de séjour et sur le caractère raisonnable de cette augmentation. Je n'ai rien contre M. Fabius, au contraire, je pense qu'il est très bienveillant à l'égard de notre profession, mais je m'interroge sur le caractère raisonnable de cette taxe, de cette augmentation. Alors on nous dit, effectivement le représentant tout à l'heure de Airbnb nous dit, maintenant nous allons collecter la taxe également pour les loueurs de meublés touristiques. Alors ça tombe bien parce que ces 75 centimes qui ne sont pas là, les meublés touristiques, dites-moi si je me trompe, mais enfin les meublés touristiques a priori vont collecter une taxe de 75 centimes. 75 centimes c'est exactement ce que vont payer les hôtels 1 étoile. C'est-à-dire vous comparez mon 120 mètres carrés de tout à l'heure, en Alsace, magnifique, ça tombe bien parce qu'en ce moment on a une étoile, donc je sais ce que c'est, sans douche, sans toilette, 10 mètres carrés. Où est l'équité? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette distorsion de concurrence? Deuxième point, la TVA. Alors le Sinorca m'expliquait qu'historiquement, il y avait une franchise de TVA sur les maisons d'hôtes parce que le propriétaire, l'hôte, accueillait son client, son résident, et était physiquement présent lors de la location. Aujourd'hui, la semaine dernière, comme souvent quand on utilise les meublés touristiques, c'est une remise de clé. Hein. C'est une remise de clé, bonjour, bon alors parfois c'est un peu plus, mais enfin ça se limite souvent à peu de choses. Ce n'est quand même pas le métier aussi de loueur en meublé touristique a évolué. Donc qu'est-ce qui justifie encore une fois cette distorsion de concurrence? Les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors la TVA, il y a effectivement, c'est un peu plus compliqué, il y a quelques conditions, mais en règle générale, ce n'est pas payé. Le respect de la règle de compensation, c'est une règle qui, pour ceux qui ne... J'imagine que beaucoup ici, vous savez ce que c'est, mais qui en tout cas à Paris nous impose de compenser le changement d'usage ou le changement de destination d'un local. Si on veut un logement, si on veut changer cette destination, il faut la compenser, soit financièrement, soit en rachetant une surface équivalente dans un autre arrondissement. Si je demandais si M. Brossat allait venir tout à l'heure, c'est parce qu'il me semble qu'il a annoncé un durcissement, en tout cas la volonté de durcir cette règle, à une compensation dans le même arrondissement, x2. Bon. Alors, la question que je pose, c'est comment peut-on durcir une règle qui aujourd'hui n'est pas appliquée et n'est pas respectée? Puisque, moi je peux vous dire qu'on la respecte, puisqu'on n'a pas acheté un hôtel récemment pour cette raison, parce qu'il y avait dans un hôtel une surface qui était un logement de fonction, je ne sais plus, et il fallait compenser ce logement à destination d'habitation, et c'était très compliqué. Très compliqué, et c'était très coûteux. Donc on ne l'a pas fait, on a préféré renoncer à acheter un hôtel. En revanche, tous ces logements, ces locations de meublés touristiques qui fleurissent aujourd'hui à Paris, dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y ait de compensation sur toutes ces surfaces. Donc c'est là aussi, je repose la question, qu'est-ce qui justifie cette distorsion de concurrence? Je ne parle même pas d'impôts, de droits d'auteur, de cotisations foncières, de taxes d'enseigne, de taxes... Bon, je ne vais pas faire le bilan de toutes les taxes. Je ne parle même pas de normes de sécurité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hygiène, incendie, handicap, etc. Nous les assumons comme professionnels. Mais encore une fois, ça aggrave aussi la distorsion de concurrence, sachez-le. Et Céline m'a gentiment mis une colonne à droite. Effectivement, le problème, c'est que tout cela, et vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la sous-location, tout cela n'est pas déclaré. Et aujourd'hui, au fond, bien peu de monde paie les contraintes et les taxes que je viens d'évoquer. Donc vous avez à gauche un plein juridique, à droite un vide juridique. Je conclus.
Vous avez maintenant 3 scénarios. Le premier scénario, on allège le fardeau de ceux qui le supportent. Et je crois que vous commencez à sourire. Parce que ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Je pense que ce n'est pas effectivement la réponse qui nous est apportée aujourd'hui. On n'a plus de marge de manœuvre. Nous ne sommes plus en 1974, le pays s'endette depuis 1974, donc maintenant on n'a plus de marge de manœuvre. Donc la première option est mise de côté. La deuxième option, c'est de ne rien faire. C'est de ne rien faire. On laisse la situation comme cela. Alors, ça c'est intéressant parce que, effectivement, ça peut être la tentation, l'inaction politique. On ne fait rien. On laisse la situation perdurer. La vraie difficulté, c'est que je pense qu'en tant qu'investisseur, moi, je ne vais pas rester les bras ballants. C'est-à-dire que je vais considérer que, parfois, acheter un hôtel 10 à 15 fois, enfin un gros multiple d'EBITDA, c'est peut-être pas justifié, et que je vais peut-être faire du meublé touristique moi aussi. Comme les particuliers, comme les professionnels de l'immobilier. Je connais même des gens qui ont acheté une petite résidence pour faire que du meublé touristique, alors qu'ils auraient dû en faire une résidence hôtelière. C'est très simple. Et vous savez, quand on maîtrise l'extranet de Booking, il n'y a rien de plus simple que pour maîtriser l'extranet de Airbnb. C'est très simple. C'est un jeu d'enfant. Et je l'ai vu. Je ne sais pas où le monsieur de Airbnb est. Il est très bien. Je l'ai essayé, je l'ai vu. Presque prêt pour du yield. Parfait. Et quand on, voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'au fond, oui, sans doute, le nombre de logements loués en meublé touristique va augmenter de manière exponentielle. Alors, là encore, je regrette l'absence de M. Brossat. Parce que, mais je sais que vous allez très bien le représenter, je n'en doute pas. Mais j'aurais voulu le représentant du logement aussi. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, tout cela va avoir des conséquences, au-delà de notre secteur, sur le marché du logement. Parce que ça va rendre encore plus difficile pour les habitants de Paris, les salariés, les étudiants, le logement. Et c'est un vrai problème politique. Si effectivement, le nombre de logements loués en meublé touristique augmente de façon importante. Et nous serons, je pense, des acteurs demain de ce travail. La troisième solution, évidemment, c'est de faire peser sur tous le fardeau. Croyez-moi, ce n'est pas franchement ce que je préférais dire ici. Mais je ne vois pas pourquoi, effectivement, toutes les contraintes, les normes, les taxes seraient pesées par un des acteurs du jeu. Effectivement, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui va être fait concrètement, quelles sont les règles du jeu qui vont être appliquées demain, car pour conclure, si je reprends la question de départ, c'est quelle est la riposte, la question ne se pose pas sous ce terme, quelle est la riposte des hôteliers face aux loueurs de meublés touristiques, la question se pose, qui pour moi se pose, c'est quelle est la réponse du monde politique face à cette grave distorsion de concurrence qui demain affectera évidemment l'efficacité économique de notre secteur, car en dessous d'un certain seuil de rentabilité, de toute façon, on arbitre en ressources humaines, et au-delà, le marché du logement. Encore une fois, aujourd'hui, notre pays, je pense, est dans une situation assez grave. Il y a quand même pas mal de gens qui s'en vont. Le tourisme ne se délocalise pas, heureusement. Mais le vrai problème des investisseurs aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de clarté sur les règles du jeu et encore moins de clarté sur leur stabilité. Et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir investir en connaissance de cause. Les règles changent sans arrêt. Et j'aimerais, et je sais qu'il y a peut-être aussi des responsables politiques ici, au-delà de la mairie, peut-être aussi du secrétaire d'État. Madame la ministre va arriver dans trois quarts d'heure. Eh bien, j'aurais aimé effectivement qu'on puisse avoir des réponses à ces questions. Merci. Alors, d'abord, merci pour cet exposé très clair et ce tableau qui permettait de donner du sens. Merci aussi de votre introduction qui montre bien qu'on est dans une société qui évolue et qu'il y a des pratiques qui changent, donc il faut en tenir compte. Vous avez directement interpellé les élus, on a un élu qui est avec nous et je vous propose de lui donner la parole. Monsieur Martins, vous êtes donc en charge des sports et du tourisme à la mairie de Paris, et puis on viendra sur la DDPP ensuite avec les services pour voir ce que vous aussi en termes de loyauté vous avez à nous dire. On a beaucoup parlé de Paris dans cette... Oui, l'hygiène, tout à fait. Et là on a vu pour les repas tout à l'heure. Mais peut-être d'abord une réponse politique, monsieur le maire adjoint. Merci. Merci d'abord, je suis très heureux d'avoir été invité. Je vous prie de m'excuser parce que je suis en basket, parce qu'avant je faisais du foot avec des gamins du 19e pour inaugurer un TEP, et donc là je passe en version touriste, donc j'ai mis la cravate, mais je m'exprime de m'excuser d'être encore en basket. D'habitude, je mets des vraies chaussures. Donc, plus sérieusement,
je ne m'attendais pas à venir à un congrès de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui allait me demander d'augmenter des réglementations. Moi, je vais m'y faire, mais ce n'était pas la première attente que j'imaginais être la mienne. Deuxième attitude qui est la mienne, c'est d'essayer de tirer les enseignements de ce qui s'est passé pendant les 15 dernières années sur la réglementation et l'encadrement de l'évolution des pratiques des consommateurs, vous en avez parlé, et notamment de ce qu'Internet, de ce que l'économie collaborative a fait évoluer dans la consommation. Pas uniquement dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, dans la consommation en général. Et permettez-moi de constater qu'en matière de musique, qu'en matière de création culturelle, qu'en matière d'un certain nombre de choses, la surréglementation, les promesses de surréglementation excessive et perpétuelle n'ont pas vraiment porté leurs fruits et que nous devrions peut-être avoir une approche un peu plus raisonnable et essayer de savoir ce qui n'a pas marché sur d'autres secteurs. Évitons de le remettre ici sur l'hôtellerie en vous promettant décrets, réglementations et encadrement et en vous promettant, ça serait facile pour moi ici de dire on va interdire, on va créer le Hadopi de l'hôtellerie. Vous allez voir, ça marchera aussi bien qu'Hadopi mais pour l'hôtellerie. Vous allez voir, ça marchera très très bien. Sauf que c'est évidemment pas ce que je vais vous dire et je vais essayer de vous convaincre à la fois qu'on essaye et qu'on a compris le désir des consommateurs. Je rappelle que les consommateurs ne sont pas que des consommateurs français, c'est des consommateurs du monde entier qui vont donc aussi avoir envie de venir à Paris sous toutes ses formes. Cependant, évidemment, je suis extrêmement soucieux en tant qu'adjoint au tourisme à Paris de la vitalité économique du secteur touristique, de la bonne santé économique des hôtels parisiens, et pas seulement de leur bonne santé, strictement leur taux d'occupation, mais y compris leur rentabilité, leurs marges, qui ne doivent pas se dégrader plus avant. Et de ce point de vue-là, évidemment, le tableau que vous avez montré, il est significatif parce qu'il doit nous interroger sur l'ensemble des contraintes, notamment fiscales, qui pèsent sur les hôtels. Je reviendrai après en un mot sur la taxe de séjour parce que je veux vous dire et vous annoncer certaines choses pour lesquelles d'ailleurs le Sinorca a pesé et a été un acteur pour nous important qui a été largement responsable de cette bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Mais sur la question de l'encadrement fiscal des activités, d'abord, permettez-moi de croire strictement que vous ne faites pas exactement le même métier. Vraiment, moi je veux vous dire qu'évidemment que le métier de l'hébergement est un métier large et que si on prend très large, vous faites le même métier. La vérité, c'est que les consommateurs ne sont pas toujours les mêmes, qu'il y a des situations de consommation hôtelière et des situations de consommation d'hébergement. Je vois que vous dites que c'est faux, monsieur. Est-ce que, c'est pas à moi de défendre Airbnb, il le fait très bien tout seul, monsieur Ferrari, mais est-ce que vous croyez qu'Airbnb a accès au marché des TO ? Non, non, donc il y a une distorsion de concurrence là. Des tour opérateurs, par exemple. Non, évidemment que non, parce que c'est un produit qui est réservé à l'hôtellerie. Il y a un certain nombre de produits business qui sont réservés à l'hôtellerie. Et c'est très bien ainsi. C'est pour ça que je veux vous dire, attention, ne nous mettons pas dans une situation où on se met en défensif et que quoi qu'il arrive, on dit on est en distorsion de concurrence, mon Dieu, ils vont nous manger la laine sur le dos. Moi, je crois aux produits hôteliers parisiens. Je crois qu'il a une qualité, je crois qu'il a une qualité de service, une qualité de produit que n'aura jamais Airbnb. Désolé, monsieur Ferrari. Et je crois qu'il y a un produit hôtelier qui a une vraie spécificité, qui a une vraie qualité et que les consommateurs du monde entier vont continuer à vouloir. Alors évidemment, il va falloir que les règles du jeu soient malgré tout relativement lissées. Et moi, quand je pense qu'elles doivent être lissées, je pense qu'elles doivent être lissées dans les deux sens. À la fois, peut-être en rajouter quelques-unes sur l'hébergement short renting, de particulier à particulier, et en même temps, peut-être aussi un peu allégé du côté des hôteliers. Lisser les règles du jeu, ça ne veut pas forcément dire alourdir d'un côté, ça peut vouloir dire aussi alléger de l'autre. Et de ce point de vue-là, la question effectivement de l'encadrement de la location entre particuliers, elle se pose pour nous sous deux aspects. Le premier, et je peux le dire tout à fait au nom de Yann Brossa, puisqu'on le porte ensemble au nom de l'exécutif parisien, c'est la question du logement, en fait. Nous, notre première inquiétude, c'est que certains quartiers de Paris n'aient plus d'habitants. Certains quartiers de Paris n'aient plus demain d'habitants parce que sur un immeuble, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 biens qui seraient devenus strictement du meublé touristique et qu'il n'y ait plus d'habitants dans des rues entières de Paris. Ça, c'est notre préoccupation principale. Et c'est pour ça qu'il y a les règles de changement de destination. C'est pour ça qu'il y a ces règles extrêmement contraintes qui vont être renforcées au prochain Conseil de Paris pour que vous ne puissiez pas transformer de l'habitation résidentielle, là où des gens habitent, en location meublée touristique sans avoir compensé dans le même arrondissement, et notamment en ayant compensé en double de mètres carrés, donc 2 fois plus de mètres carrés, si vous êtes dans les secteurs déficitaires en logement. Cette mesure, c'est une mesure extrêmement forte pour préserver l'habitat résidentiel et réduire l'essor et l'extension des meublés touristiques. Et j'entends par meublés touristiques des gens qui font
à une commercialisation à l'année d'un bien touristique. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de problème avec les gens qui louent leur appart pour un week-end ou même pour 2 semaines par an quand ils partent en vacances. C'est du short renting, ça ne détruit pas d'habitat résidentiel et ce n'est pas ouvertement et durablement en concurrence avec le secteur hôtelier. Ce qui nous dérange aujourd'hui, ce sont les gens qui, plus de 90 jours par an, vont mettre leur appartement et voire parfois l'année entière sur le marché de la location touristique de courte durée, à la place d'y mettre un locataire résidentiel. Donc, on va augmenter les règles de compensation en même temps que nous allons augmenter les contrôles. Et les montants des amendes qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers d'euros si vous êtes dans l'illégalité et à plus de 2 000 euros par jour d'astreinte si vous ne remettez pas sa fonction originale au bien qui était dans l'illégalité, c'est-à-dire qui n'a pas compensé le changement de destination, est de nature à être extrêmement, en tout cas nous on le souhaite, dissuasif. Augmentation des compensations et augmentation des contrôles. Ça, c'est une manière de répondre très concrètement au développement de ces meublés touristiques. Sur la question fiscale et sur la question de la taxe de séjour, moi je veux dire, je préfère aujourd'hui une taxe de séjour. Alors on pourrait disserter des 70 centimes sur le meublé touristique, est-ce qu'il est suffisant? Je préfère une taxe de séjour à 70 centimes qui est effectivement collectée parce que les sites de collecte, de mise en relation, Séjourning, Airbnb et d'autres, collectent au nom de leurs hôtes qui ne le faisaient pas, qu'une taxe de séjour virtuelle extrêmement élevée que personne ne paye. Je pense qu'il y a là un compromis trouvé par le gouvernement qui est plutôt pas mal. Mais du côté des hôteliers, c'est pas disserté sur le caractère raisonnable ou pas de la taxe de séjour. Mais la question qui nous était posée à nous, politiques, parisiens, c'est est-ce que les modalités aujourd'hui de paiement de la taxe de séjour par les hôteliers parisiens est la bonne? La réponse est non. Parce qu'aujourd'hui, cette taxe de séjour, elle pèse sur les charges des hôtels, puisqu'elle est au forfait. Et donc, c'est notamment grâce au Sinorca, je dois le dire, notamment à votre président, M. Chenet, qui m'en a fait l'explication et qui s'est battu avec beaucoup de volonté là-dessus, qu'on a réussi à convaincre, et moi j'en ai été convaincu, qu'il fallait passer au réel. Et donc je vous annonce aujourd'hui, si vous ne le saviez pas encore, nous allons passer la taxe de séjour au réel. Parce qu'en passant la taxe de séjour au réel, sur les hôtels parisiens, ça veut dire que l'augmentation de la taxe raisonnable se fera sur le visiteur et pas sur l'hôtelier, que cette taxe de séjour passera hors bilan. Hors bilan, on passe, c'est plus dans les charges. On va passer hors bilan, c'est quand même pas rien. Vous ne payerez plus de TVA sur la taxe de séjour, vous ne payerez plus la commission des OTA sur les taxes de séjour. Ça veut dire en gros, c'est 42 millions d'euros de baisse de charges pour les hôteliers parisiens, le passage au réel. Et ça, je crois que c'est un élément de nature à remettre des marges et soutenir les marges et la rentabilité des hôtels parisiens. Et c'est le geste qu'on fait en s'assurant que l'augmentation et que la taxe de séjour pèse désormais bien sur les touristes et pas sur les hôteliers. Donc voilà, à la fois on est extrêmement préoccupé et le passage au réel, c'est une manière pour nous de réinjecter, une manière de vous donner, vous, des marges de manœuvre et vous de la marge sur l'exploitation hôtelière. Et en même temps, nous, Paris, on ne va pas arrêter avec nos petits doigts la marche du monde et la marche d'Internet. Ça serait vous mentir que de dire ça. Moi, je ne vais pas interdire Internet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça avance, le monde avance. N'en ayons pas peur. Soyons titillés, soyons challengés par ça. Inventons les solutions qui nous permettent d'eux, mais n'ayons pas peur. Ayons plutôt le choix de la confiance, de la stimulation, de l'innovation. Et je suis sûr que les uns et les autres trouveront largement à vivre. On fait plus 7% de visiteurs étrangers l'année dernière à Paris. Plus 7%. J'espère qu'on fera encore autant cette année. Eh bien, je crois que ce relais de croissance, avec un taux d'occupation de 84% à Paris, est de nature à la fois remplir les hôtels, parce que les hôtels gagnent de l'argent, et que les nouveaux modes d'émergement puissent trouver des terrains pour de nouveaux consommateurs qui ne venaient pas encore à Paris, mais qui peut-être ne rempliront pas les hôtels, mais peut-être les restaurants. Donc voilà une partie des réponses, et je répondrai aux autres, évidemment, si vous le souhaitez. Merci pour cette réponse d'abord très pragmatique. Des bonnes nouvelles annoncées. Tu veux juste réagir à cette bonne nouvelle, Didier, avant que je passe la parole? Juste la question. Bon, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. À partir de quand? Demain matin. Non, mais là maintenant, moi si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer qu'on travaille ensemble sur la mise en œuvre du délai. La condition qui nous paraît la bonne, c'est que l'augmentation de la taxe de séjour, l'augmentation, on verra bien. L'État a fixé un nouveau barème, on verra où se placera la ville de Paris. Mais que l'instauration des nouveaux barèmes aille le même jour
au passage au réel. Donc ça, c'est la discussion qu'on veut avoir avec vous. Et donc on trouvera, y compris comptablement pour vous, quel est le bon délai pour faire changer les logiciels, pour tout ça. Est-ce que ça va vite, pas vite, et à partir de quand on peut le faire. Mais c'est voilà, l'engagement que je prends devant vous. Les nouveaux barèmes iront avec le passage au réel. Merci. Alors, on avait aussi une invitée, Nathalie Melik, donc vous travaillez à la DPP de Paris sur tous les sujets liés au contrôle, notamment alimentaire. On a vu donc tout à l'heure un intervenant expliquer son modèle avec Viz Eat, cette façon de pouvoir accueillir chez soi donc des touristes et leur proposer à manger. Comment vous gérez tout ça actuellement à la DPPP ? Merci. Évidemment, cette question soulève un certain nombre de difficultés compte tenu des modalités là, de consommation qui sont extrêmement particulières puisque c'est chez l'habitant et donc on a très peu de possibilités de contrôler directement comme on le fait de façon commune dans un restaurant, dans tout établissement qui prépare des repas. Là, on est dans une habitation privée. Donc, on doit se fonder sur d'autres critères finalement qui pourraient nous permettre de vérifier que les critères de sécurité sanitaire sont respectés, parce que c'est surtout ça sur lequel on peut axer nos contrôles. Alors, il faut quand même relativiser ça parce que s'il s'agit de quelques convives par-ci par-là, l'appréciation du risque, elle est quand même liée à la quantité. Hein. On n'est pas dans une configuration où il y a un grand nombre de repas, etc. Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins que la sécurité sanitaire du consommateur, elle doit être assurée et que les règles qui s'appliquent pour n'importe quel lieu où on prépare des aliments doivent s'appliquer. Seulement, le code rural que nous appliquons prévoit que si on fait des contrôles dans des habitations privées, il faut passer par le juge des libertés. Vous imaginez bien qu'on ne va jamais utiliser cette procédure qui est extrêmement compliquée et qui est un peu disproportionnée. Donc ce qu'on peut imaginer en compensation, ça serait certainement de pouvoir obtenir une application modulée et adaptée à ce type de restauration, c'est-à-dire des documents, une fourniture par les professionnels ou les personnes qui se prêtent à ce type de restauration, une série de documents qui prouvent que la maîtrise sanitaire est assurée. On sait que la réglementation européenne se fonde justement sur la responsabilité de chacun et que les services de contrôle que nous représentons ne sont là que pour contrôler à un deuxième niveau qu'un professionnel a bien appliqué la réglementation. Donc on peut imaginer que, et ça n'est pas encore le cas actuellement, qu'en dehors de la déclaration de l'activité en question, il y ait des documents qui prouvent qu'il y a déjà un plan des locaux qui soit adapté, quand même, qu'il y a une maîtrise des températures, qu'il y a une traçabilité des produits, qu'il y a un suivi des produits, et pourquoi pas une exigence de contrôle microbiologique des produits réguliers et qui soit fourni à l'administration. Pourquoi pas ? Ça, je précise que ça, c'est quelque chose qui n'est pas en place actuellement. Hein ? Ça n'est pas en place, je le précise. Mais puisqu'on nous a demandé de réfléchir pour cette table ronde à une riposte réglementaire, voilà, ce n'est pas une riposte réglementaire, puisque la réglementation, elle existe et elle n'interdit pas ce genre de procédure, hein, ce genre de repas délivrés à domicile. Ni la réglementation européenne, ni les textes français ne l'interdisent. En revanche, le règlement sanitaire départemental, qui est ancien, lui, interdisait ce type de procédure. Maintenant, le règlement sanitaire départemental est largement dépassé par le paquet hygiène. Voilà, donc c'est ce qu'on peut proposer.
sans préjudice de toutes les autres règles qui pourraient s'appliquer s'il y a un plus grand nombre de repas qui sont délivrés dans ces conditions, à savoir l'évacuation des eaux, etc., la sécurité, les bacs à graisse, enfin tout ce qui est annexe, mais qui est extrêmement important si on imaginait que régulièrement il y ait des activités de ce type avec un nombre de convives conséquent. Et là, c'est un autre type de problème. Et je crois que les règlements de copropriété aussi doivent s'en mêler, c'est évident. Merci Madame pour ces pistes que vous venez d'évoquer. Alors pour poursuivre cette table ronde, on a vu tout à l'heure qu'il s'agissait d'un sujet international, en tout cas partout dans le monde. Maintenant, les gens circulent et veulent avoir ces nouvelles expériences. Et on a demandé à Didac Garcia, qui est le directeur des affaires européennes du CEHAT espagnol, organisme qui est un grand ami du Sinorca, notamment son président Juan Gaspar. Et d'ailleurs, Didier me disait à l'oreille à l'instant qu'il portait le pins que lui a remis le président Gaspar aujourd'hui. On est très heureux que vous soyez là. On va passer une petite vidéo de 2 minutes qui montre ce que vous faites en Espagne. Mais ça nous, voilà. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la situation française et espagnole? Et votre témoignage sera intéressant avant de redonner la parole à la salle. Chez Didier, chez Franck, chez membres du Sinorcat, merci de cette invitation. Je me sens toujours chez moi parmi vous, au point d'assumer mon français très catalan, donc j'espère que vous vous accommoderez. Lorsqu'on regarde cette vidéo, on pourra penser que les clients de nos hôtels ne sont pas vraiment chez eux. Et ça, c'est un problème. S'il vous plaît, play les vidéos. Every person has a story, and every space has a story. 48 inches wide on this window. What makes a home feel like a home to you? When someone's individuality and personality is reflected in the design of the house. I love to stay where I feel at home. So this is a place you can rent? Yes. Our spaces should be a reflection of who we are and what we care about. We call it the human stain at my shop, the touch of somebody who's made something. It's the people and their touch that make a home a home. Merci pour cette vidéo. Ok. On peut voir sur le slide tous les messages qu'on peut voir à côté dans cette vidéo. Et la demande, c'est comment réagir à ces phénomènes. Première option, croiser les bras et dormir, faire rien. Et ça, c'est un risque que la SEAT refuse de prendre. S'il vous plaît, je vais montrer maintenant les slides sur la situation de l'Espagne. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. Regarde sur le slide. Nous avons un très, très bon année touristique en Espagne. Mais l'augmentation des nuits hôtelières n'est pas proportionnelle à celle des visites.
il y a aussi une alerte à le mois de juillet. Ça, c'est un des meilleurs mois de l'histoire touristique de l'Espagne, avec plus de 8 millions de visiteurs internationaux, et pourtant une base de presque 2% de la réservation hôtelière. Il y a encore un chiffre que c'est incroyable. Plus de 10 millions de visiteurs entre janvier et septembre ont séjourné officiellement chez des amis. Et crois-moi, l'espagnol, de moi, sont très sympathiques, très hospitalitaires, mais 10 millions, pas à ce point. Pas à ce point. Alors, c'est clair que c'est impossible de ne pas réagir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous, hôtelière, vous demandez si vous êtes sexy pour cette nouvelle clientèle qui veut d'expérience locale. Et vous devez aussi essayer d'être expérience d'avant-garde. Qu'est-ce que c'est l'expérience d'avant-garde? Je l'ai conté hier à un ami hôtelier français qu'il y a à Madrid un hôtelier, un roommate, qui se profite de la clientèle, de cette nouvelle offerte, pour augmenter son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les appartements qui sont légalisés, il fait une bonne offre pour venir à faire le petit déjeuner, pour utiliser la conciergerie, et il a augmenté son chiffre d'affaires. Ensuite, vous et nous, les syndicats, ensemble, nous agissons à 3 niveaux: européen, national et local. Je voudrais remercier le Synorcat, Didier, Franck, pour son travail en Europe. Avec les SEAT, c'est déjà 3 années qu'on parle de ce sujet. Et au début, aucun syndicat d'autres pays européens n'est pas écouté. Maintenant, tous les pays européens ont compris l'ampleur de ces sujets et un groupe de travail législatif européen a été mis en place en partenariat avec les associations de consommateurs. Au niveau national, à l'Espagne, que ça c'est différent qu'à niveau régional, nous travaillons avec l'Assemblée nationale pour que les taxes, la sécurité et les droits du travail soient les mêmes pour tous les acteurs du secteur. Et au niveau régional, à l'Espagne, 4 régions ont ses propres compétences dans le tourisme. Et des progrès ont été obtenus lorsque les citoyens et les syndicats se mobilisaient ensemble. Et je vais vous montrer un exemple. C'est une photo qu'il y a, un slide s'il vous plaît. Oui, ça c'est une photo de Barcelone où on va voir un monsieur avec une impression que c'est moi, jo a casa meva, el touriste à l'hôtel. Ça c'est en catalan. Hein? Ça c'est moi chez moi, le touriste à l'hôtel. S'il y a mobilisation, les choses bougent. Et l'exemple de Barcelone, c'est que en l'espace de seule une semaine, 900, s'il vous plaît, un espace d'une seule semaine, de 25 à 31 août, 900 appartements ont été contrôlés. Et ça, c'est plus contrôle que les 3 dernières années. Et comme résultat, 47 appartements ont reçu une interdiction de poursuivre ce business. Je vais finir, parce que je sais qu'il y a petit temps. J'espère de répondre à votre demande. Je vais finir avec 2 messages. Un message à nouveaux acteurs. Vous serez très bienvenus si vous êtes dans la légalité et que vous acceptez les mêmes conditions que les hôtels. Un message aux hôteliers. Aucune raison de rester immobile. C'est une des voies que nous avons d'agir pour que dans nos hôtels, on se sente encore plus chez soi que nulle part ailleurs. Nous avons été la maison de visiter pendant des siècles et nous de continuer à être. Merci beaucoup.
Merci monsieur. Donc on voit que les préoccupations sont partagées. On a déjà bien avancé sur le débat. Et ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive avec nos différents interlocuteurs et qu'on vous donne la parole une nouvelle fois dans la salle. Et c'est le monsieur qui a été le plus réactif. Oui, Bernard Lars, traiteur, organisateur de réception. Je voulais, juste en complément de ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la restauration parallèle, interpeller Madame en charge de l'hygiène, parce que non seulement il existe des gens qui font à manger chez eux, mais il existe aussi des gens qui font du traiteur, entre guillemets, d'une façon tout à fait parallèle. Et là, les quantités, quelquefois, en cause, sont importantes. Or, enfin, importantes à partir de 15, 20 personnes. Je pense que ça devient important, surtout quand on n'a pas les moyens de le faire et quand on n'a que ces moyens propres, petite cuisine normale, on va dire. Parce qu'à ce moment-là, quelles sont les règles de cuisson, de réchauffage, enfin de réchauffage, c'est un comble au client, mais de refroidissement, de conservation dans des réfrigérateurs qui ne sont pas faits du tout pour ça, de livraison, parce que la restauration, le traiteur, c'est exactement la même chose que la restauration, sauf que quelquefois, le passe-plat, on dit toujours, le restaurant, c'est une cuisine, une salle, un passe-plat. Le traiteur, c'est la même chose, c'est une cuisine, une salle, un passe-plat, sauf que quelquefois, le passe-plat fait 300 km. Et c'est là où les choses changent beaucoup. Alors même si, là, en l'occurrence, ça ne fait pas 300 km, quand vous avez des gens qui font du porte-à-porte dans les associations pour vendre qui un couscous, qui un curry, qui je ne sais quoi, eh bien, c'est un commerce tout à fait parallèle qui échappe à toute forme de fiscalité, là, je peux vous le dire, et qui échappe également à toute forme de procédures d'hygiène. Or, Dieu sait si les procédures d'hygiène sont extrêmement lourdes pour les traiteurs, et si on leur en demande toujours plus et encore davantage, alors que là, on ne demande rien. Et quand vous demandez aux utilisateurs ce qu'ils en pensent, ils disent « Ah, mais c'est bon, c'est madame machin qui fait ça, on la connaît bien, c'est bon ». Est-ce que vous voulez rajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure ? Vous savez bien qu'il n'est pas question de rajouter une couche réglementaire à imposer à tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le sens de ce que je disais tout à l'heure. En revanche, la difficulté, c'est effectivement celle du contrôle. Vous évoquez les traiteurs. Les traiteurs, lorsque il y a une possibilité de les localiser, d'individualiser leur activité, à ce moment-là, on a des moyens quand même d'imposer un certain nombre de contraintes qui sont exactement les mêmes que celles qui sont imposées à n'importe quel traiteur qui a pignon sur rue. Seulement, le contrôle dit de deuxième niveau que nous pratiquons est plus complexe à réaliser et c'est pour ça qu'on ne peut passer que par des éléments documentaires. Après, s'il y a des non-conformités graves, s'il y a des problèmes, on a toute possibilité d'exercer des contrôles d'ordre judiciaire. Ça, c'est sans difficulté. Lorsqu'il s'agit de cuisines qui ont lieu dans des habitations privées. Parce que je ne sais pas si c'est ça que vous évoquiez, mais je pense que vous évoquiez également les traiteurs qui commercialisent de plus en plus sur les marchés, par exemple. Et ça aussi, c'est un lieu où on peut les contrôler et imposer les contraintes. Non, moi j'évoque le cas de gens qui n'ont absolument aucun statut. C'est-à-dire que c'est monsieur, madame tout le monde, qui, pour arrondir ses fins de mois, si je puis dire, va faire de la cuisine et va vendre à travers un réseau local d'associations, d'amis, etc. Bon, alors, c'est un commerce, je suis désolé, parce que si ces gens-là le faisaient par pure philanthropie et sans échange d'argent, ça serait formidable, hein. Bon, mais ce n'est pas le cas. Et je peux vous dire que tout ça, ça se fait. Et alors, les gens vous disent, mais c'est formidable parce que c'est beaucoup moins cher que chez le traiteur. Bon, on est dans un cas flagrant de travail au noir, en fait, sur votre métier. Donc là, on sait bien que les règles s'appliquent. Là, qui voulait vous poser une question encore ? Monsieur a très envie de parler. Il a déjà parlé 3 ou 4 fois. Donc s'il y a d'autres personnes, je prends d'autres questions. Sinon, on revient vers vous. Monsieur. Oui, merci.
Je voulais faire remarquer l'émotionnel dégagé par le petit film espagnol et toute la gravité qui pèse sur nous depuis hier matin. C'est une différence énorme qui devrait nous faire réfléchir. Et il ne faut pas oublier que dans le passé, c'était le passé qu'aujourd'hui, dans le passé il n'existait pas le use et jette. Aujourd'hui, tout est use et jette. Les anciens, ils passeront par là aussi. Ils ont été, ils vont être jetés. Il ne faut pas non plus désespérer. En ce qui concerne les nouveaux arrivants, les impôts, les taxes que ne payeront plus les anciens parce qu'ils n'en auront plus les moyens, vu la crise qu'ils subissent, mais ces nouveaux vont pouvoir les payer à leur place. Je reviens encore à la naissance du premier Leclerc. Il n'a pas été favorisé par la politique et par la fiscalité parce qu'il était sympathique, mais tout simplement parce qu'il permettait la non-inflation et la possibilité de payer beaucoup plus d'impôts. Après, à la place des tout petits qui ne pouvaient plus en payer. Donc tout cela, ça paraît d'une logique extraordinaire. Donc je pense qu'il est normal qu'on en discute, mais il est hors de question de penser de se mettre les uns contre les autres, parce que dans ces cas-là, il n'y aura pas de gagnants, il n'y aura que des perdants. Merci pour ce double témoignage. Monsieur. Oui, bonjour. Une question au responsable de la mairie de Paris. Avez-vous une idée? La question m'a été posée, je n'ai pas su y répondre. Quelle est la chaîne de responsabilité en cas d'incident lors d'un repas à domicile ou d'un logement à domicile? Est-ce le site hébergeur responsable ou est-ce le particulier? Je suis élu et pas juriste, et peut-être M. Ferrari pourra répondre. Le sauront mieux que moi. J'ai bien une idée de réponse, hein, mais alors à vous la parole. Il n'y a pas une réponse unique, ça dépend des cas. Mais sur certains cas, pour certaines règles, le particulier est responsable. Sur d'autres règles qui sont du champ du site, le site est responsable. Lire les CGU, ça veut dire, c'est ça? Par exemple, nous, on a des conditions générales d'utilisation de notre site. Quand vous ne respectez pas ces conditions générales d'utilisation, c'est le site qui est responsable de faire en sorte que donc, vous les respectiez, et puis sinon de prendre les sanctions qui s'imposent. Et ensuite, il y a des règles qui sont des règles qui s'imposent, dans le cas d'Airbnb, qui peuvent s'imposer à des propriétaires qui font de la location entre particuliers, qui sont des règles finalement qui lient ce particulier à l'État. Et dans ce cas-là, c'est au particulier de prendre ses dispositions. On avait tout à l'heure, monsieur de visite, vous avez peut-être une réponse, je lui en avais parlé au téléphone. Tout à fait. Nous, dans notre cas, on a également souscrit à une assurance complémentaire, justement pour répondre à des cas, s'il y avait un problème lors d'un repas. Et j'en profite également pour répondre à madame au sujet de la sécurité sanitaire. Il faut savoir que nous, nos hôtes, aujourd'hui, ils reçoivent en moyenne une fois par mois, entre 2 et 4 invités. Et dans les 2 tiers des cas, ils reçoivent également des amis à eux. Et ça leur permet de rencontrer en même temps et de faire rencontrer à leurs amis 2 personnes qui viennent du Canada, d'Espagne, etc. C'est vraiment quelque chose qui se fait pour le plaisir et de façon extrêmement occasionnelle. De la même façon que vous pourriez, j'imagine que vous recevez des gens chez vous. Si on vous demandait de remplir autant de papiers pour recevoir des gens chez vous, quelque chose que vous faites vraiment pour le loisir, je ne suis pas sûre que vous le feriez. Donc, nous, on est vraiment, on n'est pas du tout dans un cas de restaurant clandestin et les gens le font pour le plaisir et encore une fois de façon très ponctuelle. Voilà. Juste un mot sur l'évolution. Au sujet de la restauration, la question pourrait se poser s'il y a effectivement un problème de toxi-infection alimentaire et qu'il y ait une plainte de la part d'un des convives. Auquel cas, nous serions nécessairement informés et nous serions obligés de dérouler la procédure tout à fait classique de recherche de l'origine de cette toxi-infection. Voilà. Et ça, c'est d'ordre réglementaire, effectivement. Oui, juste sur l'évolution du réglementaire, des contrôles et des acteurs traditionnels. Aujourd'hui, il y a des acteurs comme du monde de l'assurance, par exemple, qui voient le monde changer et qui, au lieu de se braquer, ce qui est la réponse de certains acteurs, sur leurs acquis et leur situation, réfléchit à comment faire évoluer, comment répondre aux changements de monde. Et typiquement, nous, avec WeShare, on travaille notamment, par exemple, avec la Maïf depuis 1 an, qui réfléchit à faire évoluer leurs services pour accompagner des acteurs de l'économie collaborative et les consommateurs et les particuliers pour assurer ce nouveau type de risque qui émerge face à ces nouveaux usages. Merci pour ces compléments de réponse.
Moi, je D'autres voudrais questions? bien prendre la parole. Oui, allez-y, madame. Monsieur Martin, j'ai une question à vous poser. D'abord, je vous remercie de cette annonce et je trouve très important que cette taxe de séjour soit passée au réel. Quand on voit ce que nous a dit monsieur à propos de l'Espagne, je voudrais savoir combien il y a d'inspecteurs sur Paris pour les visites des appartements loués. Comment vous avez l'intention de renforcer ces visites? Voilà. Et qu'est-ce que la ville de Paris a l'intention de faire à ce sujet? Merci. Je peux malheureusement pas tout vous dire aujourd'hui parce que c'est le travail que prépare effectivement mon collègue adjoint Yann Brossa, chargé du logement. Super. Ce que je peux vous dire, d'abord, l'équipe, c'est une équipe de 7 contrôleurs aujourd'hui à la direction de l'habitat de la ville de Paris. C'est une équipe qui, évidemment, a vocation à être renforcée, premièrement. Deuxièmement, nous, il y a un message très clair et des initiatives assez fortes qui ont été prises sur le parc social, puisque, vous savez, 20% du logement à Paris, c'est du logement dans le parc social. Et donc, nous-mêmes, dans les immeubles dont nous sommes, du coup, d'une certaine manière, les propriétaires, nous avons demandé aux gestionnaires locatifs une vigilance accrue sur ces questions de sous-location et de short renting. Et le reste, je laisserai le soin à Yann Brossa de vous l'annoncer le moment venu, parce que je sais qu'il y travaille. Merci déjà pour cette première réponse. Monsieur. Je voudrais interroger notre ami catalan, moi qui suis du Languedoc-Roussillon, pour lui demander si à Barcelone, que ce soit la ville de Barcelone ou la province de Catalunya, ont fixé un minimum de séjour pour les locations de meublés, puisque c'était une des revendications du Sinorca de fixer un minimum d'au moins 7 jours. Oui, on a voir c'est un minimum pour tous les meublés qui sont légaux, ça c'est clair. Mais je veux dire, maintenant que j'ai la parole à mon ami à côté de moi, qu'à Barcelone, nous n'avons pas 7, mais 9 contrôleurs. Okay? En 3 années, ils ont fait les mêmes contrôles qu'en une semaine. Il y a une chose qui fait la différence, et c'est que les voisins des quartiers de la Barceloneta, ils ont dit c'est suffit. C'est suffit à les 10 contrôles qu'on a avec cet appartement. Et je dis qu'on travaille pas seulement au niveau municipal, aussi régional et national. Et le tourisme à l'Espagne s'est transféré à la région. À la région de Catalogne a fait la première loi qui fait responsable pas seulement les propriétaires, mais aussi à les plateformes qui font la publicité de cet appartement illégal. Et ça, c'est une chose que vous devez considérer ici en France. Parce que maintenant, ce n'est pas possible de faire responsable à Airbnb s'il fait des publicités d'appartements qui ne sont pas légaux. Et ces appartements qui sont illégaux, ils ne payent pas taxe de séjour, pas de rien.